Bonjour à tous, bonjour Stéphane Bourgoin. Bonjour. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui, merci aussi d'assister à cette petite interview. Alors, je vais commencer tout de suite, on a 15 minutes. Vous êtes un spécialiste des tueurs en série, hein, on n'a pas besoin de vous présenter. J'avoue. Vous avez interrogé plus de 70 tueurs en série et publié plus de 30 œuvres à leur sujet. Alors aujourd'hui, on vient parler de votre dernier livre qui est les 13 meilleures histoires de tueurs en série, Les tueurs vous parlent. Ce sous-titre m'amène tout de suite à ma première question qui est Les tueurs vous parlent. Était-ce ce que vous vouliez, c'est-à-dire mettre vos lecteurs en contact direct avec les auteurs via leurs récits et non vos mots? Alors de toute façon, moi, j'interroge des tueurs en série depuis 1979 et j'en ai interrogé 77 depuis ce temps-là. D'accord. Donc je suis habitué à les interroger, à ce qu'ils dialoguent avec moi et éventuellement à ce qu'ils m'avouent leurs crimes, y compris des crimes dont ils ne sont pas suspectés. Alors pour ce livre, les 13 meilleures histoires de serial killer, c'est un peu différent parce qu'il s'agit de textes de fiction autour du thème des tueurs en série, sauf que dans cette anthologie, il y a 2 textes de fiction qui sont signés par 2 tueurs en série célèbres. Gérard Schaeffer, oui, qui est le pire tueur en série que j'ai jamais rencontré. Vous avez fait la rencontre et ça vous a marqué cette rencontre, hein? Oui, c'est vraiment le seul et l'unique qui m'est totalement terrorisé dès la première seconde lorsque je me suis retrouvé face à lui. Il était shérif au moment où il a été suspecté de près de 34 crimes et cet entretien a démarré, si je me souviens bien, le 18 novembre 1991 et pendant 4 jours j'ai eu cette impression d'une aura maléfique, d'être face au mal absolu. Et dans cette anthologie, il y a aussi un texte signé de Charles Manson, l'assassin, le gourou de la famille qui a fait tuer notamment Sharon Tate. D'accord. Donc, vous avez souligné que justement il y a des textes de fiction et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez souhaité faire un mélange. Pourquoi? J'ai souhaité montrer aussi que cette thématique du tueur en série ne date pas du Silence des agneaux, donc au début des années 90, mais il y a dans cette anthologie des textes qui datent déjà de quasiment l'année des crimes de Jacques Léventreur. C'est 1888. Et tout au long de l'histoire, il y a eu beaucoup de récits de serial killers, sauf que le mot n'a été inventé qu'au milieu des années 1980. Avant, on les qualifiait de manière erronée de tueurs fous ou de tueurs de masse, mais on comprend aisément qu'un tueur de masse, comme vous avez eu ici en Suisse avec la tuerie de Zug, Friedrich Reichenbacher, ou Anders Breivik en Norvège, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le sadique de Romont, Michel Perry. D'accord. Et je reviens juste à votre préface dans laquelle vous expliquez que les tueurs en série sont motivés par des fantasmes. Alors, on retrouve que ce soit dans les textes de fiction ou dans les textes des 2 tueurs en série, leurs fantasmes, c'est la thématique de votre livre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces fantasmes? Est-ce qu'il y en a qui sont communs à d'autres tueurs en série ou sont-ils à chaque fois uniques? Oui, chaque tueur en série est totalement unique. Dans tous ceux que j'ai pu interroger, ça fait maintenant 35 ans, j'en ai jamais croisé 2 qui soient copie conformes. Pour vous donner un exemple très concret de 2 tueurs en série que j'ai rencontrés, John Wayne Gacy et Jeffrey Dahmer, celui qu'on a surnommé le cannibale de Milwaukee. Tous les 2 sont des tueurs gays qui tuent des jeunes adolescents, qui les appâtent avec de l'argent, qui les droguent. Une fois qu'ils sont évanouis, ils vont les étrangler, commettre des actes sexuels, de torture, souvent des actes nécrophiles, démembrer les corps un peu de la même façon, les enterrer soit dans le plancher,
de l'appartement, soit quelquefois conserver les parties de corps au congélateur. Donc, a priori, quand on examine sur le papier ces deux tueurs en série, on se dit que leur mobile, c'est copie conforme. Or, moi, quand je les rencontre, je réalise qu'en fait, leurs motivations sont tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. John Wayne Gacy voulait punir ces adolescents qui éveillaient en lui des pulsions homosexuelles qu'il avait besoin d'assouvir. Et Jeffrey Dahmer aimait, adorait, entre guillemets, ses victimes et ne supportait pas qu'elles le quittent après une nuit de rencontre et voulait les garder à tout jamais auprès de lui. Donc l'un adorait ses victimes, l'autre les haïssait. Donc vous vous rendez compte que sur le papier ils paraissent tout à fait semblables, mais qu'en réalité ils sont très différents les uns des autres. Oui. Alors justement, vous parliez de ces fantasmes. Est-ce que c'est ces fantasmes qui motivent alors ces actes? Est-ce que ça pousse le tueur à passer à l'acte, ou est-ce qu'il y a encore un autre élément? Les fantasmes, ils ont mûri chez eux depuis un certain temps. Hein. Ça peut être la haine des femmes, la haine de la société, un certain type de personnes. Mais souvent, le premier passage à l'acte est précipité par du stress. Un stress d'une vie personnelle, une compagne qui va abandonner le tueur, la perte d'un emploi, etc. Et là, ils se rendent compte, quand il y a ce premier passage à l'acte, que ça leur plaît, d'où l'envie pour eux de recommencer. Au départ, c'est très très rare qu'un futur tueur en série se dise dans sa tête « chic, j'ai vu un épisode de Dexter ou Le silence des agneaux, je vais devenir tueur en série parce que ça me plaît ». En fait, au départ, ils ne pensent pas qu'ils vont le devenir. Mais il y a cette notion de plaisir qui intervient, et le désir de contrôler, d'humilier la victime, de la dégrader, et un désir de toute puissance qui est beaucoup plus fort que ce que la fiction nous renvoie en général, qui sont les pulsions sexuelles d'un tueur en série. D'accord. Alors pour revenir sur le texte de Gérard Schaeffer, on peut le dire, il y a des détails très, très parfois choquants, très macabres. Est-ce que ça représente un minimum le personnage que vous avez rencontré pour de vrai, ou est-ce qu'il y a encore plus dans les extrêmes? Évidemment, les extrêmes, moi j'y suis confronté depuis 30 ans, puisque je vais sur les scènes de crime. J'ai aussi des vidéos tournées par des tueurs en série, comme ont confié les policiers, des photos que prises les tueurs. Mais c'est vrai que ce texte est parmi les plus extrêmes qu'on puisse imaginer. Et le personnage est totalement répulsif. Mais en même temps, on est très très éloigné de la fiction. Il faut comprendre que c'est pas un charmant Dexter qu'on va rencontrer dans la réalité. On n'est pas dans le monde des bisounours avec les tueurs en série. D'accord. Alors vous parliez justement maintenant de fiction. Alors si on compare ces deux textes, ces textes de fiction et les deux textes de tueurs en série, est-ce que les auteurs qui ont écrit ces fictions s'approchent un minimum de ces textes de tueurs en série? Donc ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut faire une différence et dire clairement ah ça c'est quelqu'un vraiment de dérangé qui a écrit ça, ou ça c'est de la fiction? Est-ce que je pense que oui. Hein. Là, pour une fois, on peut dire que la réalité dépasse la fiction. Voilà. Cela dit, certains des auteurs approchent tout à fait l'univers fantasmatique et du psychopathe tueur en série. Oui, là, sans nul doute. Hein. Il y a des romans aussi, comme par exemple Dragon Rouge de Thomas Harris, ou Un tueur sur la route de James Ellroy, ou J'étais de Horace Suarez de Robin Cook, qui sont vraiment, où on a l'impression, moi qui rencontre et qui ai des milliers d'heures d'entretien
avec d'authentiques tueurs en série, on approche un petit peu de la réalité. Alors, en parlant toujours de fiction, vous avez rassemblé beaucoup d'informations durant ces dernières années. Est-ce que vous avez déjà pensé les mettre à profit de la fiction et créer votre propre tueur en série? Alors oui, j'ai signé il y a 2 mois avec l'un de mes éditeurs qui est Grasset pour écrire mon premier thriller, qui sera évidemment consacré aux tueurs en série. Et j'ai signé aussi il y a à peu près 3 semaines un contrat pour faire ma première série télévisée de fiction avec le producteur, je ne sais pas si vous l'avez vu en Suisse, une série très très populaire en France qui était Les Revenants et Panthers. Donc à lui maintenant de jouer, de trouver le financement. Mais le contrat est signé et j'en suis le co-auteur avec des 2 excellents auteurs de fiction qui sont le duo dans la vie et dans la fiction, Jérôme Camus et Nathalie Hugues, qui sont mes co-auteurs. Et cette série qui devrait s'appeler Serial Hunter est tournée en langue anglaise, est en fait le héros principal, est basé sur mon propre personnage, ma vie personnelle, et une partie de mes enquêtes naturellement sous forme de fiction. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que la série va être produite, mais il est en ce moment même le producteur aux États-Unis pour trouver une coproduction anglo-saxonne puisqu'on veut la tourner en anglais. Eh bien, je vous le souhaite, c'est un excellent projet. On va terminer cette interview sur ces magnifiques promesses. Enfin, promesses, on ne sait pas, mais en tout cas, j'espère que ça va se produire parce que je serai en tout cas une de vos premières téléspectatrices. On va passer aux questions du public. N'hésitez pas, c'est... Une question, est-ce que ça ne fait pas peur d'entrer en contact avec des gens qui ont commis des morts horribles? Alors, est-ce que ça fait peur? Oui, dans le cas de Gérard Schaeffer. Un autre cas aussi dans la prison de Sing Sing au début des années 2000. Ça m'a fait peur puisque le tueur a tenté de m'assassiner. Donc, c'est vrai que là, oui, mais sinon, en règle générale, je n'ai pas le temps d'avoir peur parce qu'on est tout de suite plongé dans le bain. C'est vrai que 24 heures avant les entretiens, je ne dors pas très bien parce que j'ai peur, non pas une peur physique, d'une quelconque violence de l'assassin, mais la peur de rater mon entretien. Mais une fois que l'entretien a commencé, je suis tellement concentré dans l'analyse du comportement, du vocabulaire de la personne qui est face à moi, que je n'ai absolument pas l'ombre d'une peur quelconque. Non. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des différences de motivation entre les tueurs femmes et les tueurs hommes? Oui, bien sûr. Les tueurs femmes vont avoir rarement des rituels, des actes de cannibalisme, ça va être rarement des crimes sexuels, sauf si elles tuent en compagnie d'un homme. Mais il y a malgré tout toujours ce désir de toute puissance et de contrôle qui intervient. Et elles vont tuer de manière moins violente, mais avec aussi du sadisme, parce qu'elles vont tuer par suffocation, asphyxie, injection létale ou poison. Ce sont des moyens qui sont très peu utilisés par les hommes tueurs en série, qui représentent à peu près 85 à 90% des tueurs en série. Merci. D'autres questions? Comment ça se passe dans votre vie personnelle au final? Parce que vous rencontrez beaucoup de gens qui ont quand même, j'imagine, pas mal de problèmes psychologiques. Et comment vous gérez la chose? Alors je dirais que le pire pour moi n'est pas de rencontrer mes tueurs en série, mais le pire est d'être confronté à un certain nombre de mes fans, et je dirais de mes lectrices essentiellement, qui sont souvent quelque peu déséquilibrées, parce que j'ai déjà échangé avec eux ou avec elles, mais je dirais que j'ai à peu près 90% de lectrices,
quand je dialogue ou réponds à leurs questions sur Facebook notamment, parce que j'ai une page Facebook où il y a à peu près 15 à 18 000 visiteurs par jour, elles estiment qu'un dialogue et qu'une relation s'est créée entre nous. Et quand tout d'un coup je mets un peu le holà parce que je sens que ça dérape de leur part, souvent je vais avoir un harcèlement qui peut aller jusqu'à des menaces de mort, etc. Donc parfois, à certains salons, pas ici, mais je me rends armé ou avec un garde du corps parce que les femmes sont souvent pour moi beaucoup plus dangereux et déséquilibrés que mes rencontres avec les tueurs en série. Très bien, encore une question? Oui. Quand on parle de serial killer, on pense souvent quand même justement au côté un peu reflet morbide de la société quelque part. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez quand vous les rencontrez? Est-ce qu'ils représentent vraiment comme un côté noir pour m'expliquer clairement, est-ce qu'ils représentent vraiment ce qu'on essaye de cacher à la société? Est-ce qu'il y a une espèce de personnification chez ces serial killers de quelque chose qu'on essaye de refouler dans notre société, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement séparé? Non, eux se posent pas ce genre de problème. Non, évidemment, mais oui. est-ce que quand on les remarque, est-ce que quand on les voit, c'est quelque chose dont on a vraiment l'impression de remarquer ou pas? Forcément, c'est l'incarnation du mal, comme pouvait l'être autrefois, par exemple, l'ogre ou le vampire dans les contes de fées, ou par exemple avec Bram Stoker, Marie Shelley, les romans gothiques, le cinéma expressionniste allemand, toutes les séries Universal avec Boris Karloff, Bela Lugosi, La peur de l'atome, Stephen King, etc. Ça représente un peu une incarnation moderne de l'ogre des contes de fées d'autrefois, oui. Il faut parler de ça, j'ai juste une question. Vous lisez du Stephen King, vous regardez les séries télévisées? Alors, une de mes ex-compagnes américaines est toujours la voisine la plus proche de Stephen King. Donc, j'échangeais mes salades avec ses poireaux, etc. Et je mangeais 10 à 15 fois par an avec lui. Oui. Oh, wow. Non, c'est vrai? Oui. Ok, incroyable. D'autres questions? C'est tout bon? Merci en tout cas Merci à vous, d'avoir répondu à mes questions et bonne fin de journée à vous tous. Merci.